Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le premier média d'influence dédié aux maladies rares pour un épisode consacré comme chaque mois à notre partenaire l'Alliance Maladies Rares. Cette collaboration entre Rare à l'écoute et l'Alliance Maladies Rares s'inscrit dans une volonté commune de sensibiliser et d'informer sur les maladies rares pour mettre en lumière les initiatives, les enjeux, les avancées qui font la différence dans la vie des 3 millions de Français qui sont concernés par une maladie rare. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Gilles Brabant, gynécologue obstétricien aujourd'hui retraité, représentant du collectif d'associations Alliance Maladies Rares, membre du comité national de pilotage du diagnostic néonatal, du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine et du conseil de déontologie de l'Institut Imagine, pour évoquer un sujet très important et d'actualité, le dépistage des maladies rares. Bonjour docteur Brabant. Bonjour. Alors docteur Brabant, on aborde aujourd'hui ensemble le dépistage des maladies rares et pour débuter notre entretien, une double question. Pourquoi et quand dépister les maladies rares ? Oui, alors on vient de le dire, 3 millions de personnes concernées. Et en plus, 70% des malades diagnostiqués sont des enfants. 72% des maladies rares sont d'origine génétique. Mais aussi, 25% des personnes atteintes attendent au moins 5 ans pour un diagnostic. Ça cloche, ça, c'est 5 ans d'errance et 5 ans de souffrance. Alors, je vais vous parler brièvement de mon expérience en termes d'errance. Je suis père d'un premier enfant qui est né en 85, un garçon qui va bien. Le deuxième né en 91 après des épisodes de fausse couche. Et là, tout est compliqué. Tout est compliqué dès qu'il atteint l'âge d'1 an, encore plus après. Alors on consulte à droite, à gauche, on voit des pédiatres, on voit un pédopsie, on voit des kinés, on voit une psychomotricienne, on voit des orthophonistes, etc. On va à droite, à gauche pour essayer de répondre à toutes les inquiétudes qu'on a. La mienne est grande et très vite, en raison de troubles du spectre autistique, j'évoque le diagnostic d'X fragile. J'en parle au pédiatre et ceci, notamment le pédopsychiatre m'interdit de penser à l'X fragile. Donc, je ronge mon frein, je me dis: «Bon, j'ai plus le droit de penser que ça peut être un X fragile». Donc on continue les consultes, on continue d'errer et puis un jour, après des difficultés bien sûr à l'école, il a été renvoyé des 2 écoles dans lesquelles il est allé, donc il a fallu trouver, je voulais absolument avoir un diagnostic. Donc là, j'insiste et finalement j'obtiens de faire un karyotype et un diagnostic en biologie moléculaire auprès de l'équipe de Strasbourg, de Jean-Louis Mandel, qui a justement, l'année de naissance de mon second fils, avait mis au point le test en biologie moléculaire pour préciser l'X fragile et également les prémutations. Donc une expérience longue, difficile, des consultations souvent inutiles, des traitements parfois inutiles et c'est ça en fait l'errance. Alors pourquoi dépister? C'est pour effectivement lutter contre ces longues périodes d'errance et quand dépister? Alors effectivement, l'idéal, c'est un diagnostic et un dépistage précoce. Idéalement en période néonatale parce que tous les bébés peuvent bénéficier de ce test. Ça permet une prise en charge adaptée, ça permet d'éviter que s'installent des complications sévères qui peuvent mener à des handicaps lourds, parfois jusqu'au décès. Idéalement, ce dépistage, il doit se faire en population. Donc la période néonatale se prête idéalement à ce dépistage, car elle permettra de dépister tous les bébés. Elle permet de dépister tous les bébés avant que s'installent les premiers symptômes. Alors on fait en France le test de Guthrie. Ça permet aujourd'hui de dépister 13 maladies, bientôt 16, à partir du mois de septembre a priori, avec un taux d'acceptation qui est remarquable, de l'ordre de 100%. En France, l'organisation est tout à fait remarquable parce qu'au-delà du dépistage, il y a une prise en charge qui est tout à fait adaptée avec des pédiatres qui se montrent immédiatement disponibles dès qu'ils connaissent un résultat diagnostique. Mais il reste quand même des problèmes, notamment dans l'acheminement des buvards. Vous savez, le test de Guthrie, on pique le talon du bébé et puis on met des gouttes de sang sur un buvard. Eh bien, l'acheminement des buvards pose problème en France
et c'est très préjudiciable pour certaines maladies. Je pense à la phénylcétonurie. Si vous la dépistez pas précocement et que vous n'instaurez pas précocement un régime adapté, des séquelles terribles peuvent survenir. Donc, cet acheminement, c'est un problème. On en parle régulièrement dans les instances. C'est pas tout à fait résolu. Ensuite, introduire une nouvelle maladie dans le circuit, c'est très, très laborieux. Et puis ensuite, si on compare le nombre de maladies dépistées en France par rapport à d'autres coins du monde, je pense en particulier à l'Europe, et on dépiste 29 maladies en Ukraine et 40 en Italie. Nous, on est à 13 aujourd'hui. Effectivement, on a un petit peu de retard. Alors l'actualité, c'est la génétique qui fait son entrée dans le diagnostic et le traitement des maladies rares. Comment est-ce que les associations perçoivent cette nouveauté? C'est véritablement une révolution. Quand on pense que le premier génome humain qui est sorti en 2003, c'est le travail de 15 ans de plein de chercheurs, et son coût, c'est 15 ans de travail, sur un coût qui a été estimé à près de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, on peut espérer un coût qui descendrait dans les 200 €. On est un peu plus aujourd'hui, mais on peut espérer ça. Les maladies rares ont pour 70 une composante génétique. Donc, dépister précocement peut être évidemment intéressant, et notamment étendu. Non plus au compte-gouttes, c'est plus 12-13 maladies, c'est 400-800 maladies qui pourraient être dépistées par un test génétique. Dans le monde, les projets de dépistage génomique sont très nombreux. Il y a un consortium international qui s'appelle ICONS, qui regroupe les experts du monde entier et qui favorise bien sûr les échanges entre eux, ce qui peut profiter à chacun. En France, on a un projet pilote qui s'appelle Périgénomède, qui est dirigé par Laurence Fèvre à Dijon. Ce projet vise à dépister 400 maladies rares. Il a déjà débuté, et ensuite, dans un deuxième temps, c'est 800 maladies qui pourront être dépistées. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il n'est pas uniquement technique, il n'est pas uniquement génétique, biologique. C'est un projet qui contient plusieurs volets des sciences humaines et sociales. Moi, je participe personnellement à de nombreux groupes de travail dans ce projet, et je suis tout à fait impressionné par la qualité des échanges qu'on a à propos de ces sciences humaines et sociales en termes d'acceptance, d'acceptabilité, de retentissement possible d'un test génétique, etc. Alors, c'est des budgets très lourds. Nous soutenons pleinement ce projet. Il faut que les politiques s'associent effectivement pour que ce projet vive et aboutisse et permette dans l'avenir de proposer des tests génétiques étendus. Alors on le sait, l'enfant malade affole souvent les parents. La question à se poser, c'est: et si c'était une maladie rare, docteur Normand? Oui, c'est vrai que des parents devant un enfant malade, ils sont complètement désemparés. En général, c'est bénin, mais parfois, évidemment, ça peut être la révélation d'une maladie rare. Aujourd'hui, il y a que 13 maladies, je le disais, qui sont dépistées. Il y en aura 16 à partir de septembre, et à l'Alliance Maladies Rares, avec le soutien de la Société française de pédiatrie, nous souhaitons la mise en place d'un calendrier de dépistage des maladies pédiatriques pour contrer une issue défavorable, alors que les symptômes sont encore discrets. Évidemment, si c'est la dialyse ou la greffe qui deviennent les seules réponses possibles, alors qu'une prise en charge plus précoce aurait pu retarder ou éviter ces solutions très traumatisantes et coûteuses, évidemment, tout le monde a perdu. Je prends en exemple le syndrome d'Alport. Le syndrome d'Alport, qui est une glomérulopathie, c'est-à-dire un problème rénal. Eh bien, dans ce syndrome, si on peut mettre en route un traitement précoce, on peut retarder de 18 ans l'insuffisance rénale terminale. Il y a un référentiel qui prône de faire une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie à l'entrée du CP et en classe de 6e. Alors, c'est vraiment ballot de ne pas y penser. Il faut réagir. C'est un test très simple qui coûte pas cher et qui, évidemment, en termes de santé, peut rapporter très gros. Alors,
la bandelette urinaire, enfin le calendrier de dépistage superposable au calendrier vaccinal. Mais il y a plein d'autres, moyens pour, les professionnels, pour les aidants, pour, les paramédicaux. Je pense en particulier à Orphanet, qui est une mine fascinante, une mine de renseignements sur les maladies rares. Alors il faut, cultiver le doute, il faut aller chercher sur Orphanet, il faut extraire des informations pour évoquer un diagnostic. Il y a aussi, le Maladies Rares Infoservice. C'est remarquable, c'est joignable, tous les jours et là, vous avez en ligne quelqu'un, que vous soyez professionnel, malade ou aidant, quelqu'un qui pourra vous renseigner, vous aider, vous mettre sur la voie, d'un centre de compétences pour, améliorer cette période, d'errance. Et puis, il y a des nouveaux outils qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est des outils récents, je pense à RDK, à Accelera. Là aussi, ça peut aider, bien des médecins, dans la recherche d'un diagnostic. Et puis récemment, lors d'un colloque, que l'Alliance organisait, au Sénat, on a eu un topo sur, un logiciel de reconnaissance faciale. C'est, le docteur, Hussein Romain, de l'hôpital, Necker enfants malades, qui est spécialiste en chirurgie, maxillofaciale, qui a une photothèque impressionnante et qui permet à partir de cette photothèque de préciser à l'aide d'un simple smartphone, c'est-à-dire on fait une photo et puis, ça peut permettre de diagnostiquer, une maladie rare par analogie de morphotype facial, détenu dans la banque. Alors évidemment, ça sera réservé qu'aux médecins. Ça doit être présenté d'ailleurs au prochain congrès rare, qui a lieu en octobre prochain. Merci docteur Brabant. Alors, est-ce qu'il existe d'autres périodes au-delà de l'aspect néonatal et d'autres moyens pour dépister, les maladies rares? Bah oui, alors je pense en particulier, au dépistage préconceptionnel, qui est un oublié, du 4e plan national maladies rares. Alors le dépistage, préconceptionnel, on ne peut pour l'envisager, on peut pas l'envisager en population aujourd'hui, car il n'est pas autorisé. Ça n'est que les familles qui ont des antécédents familiaux de maladies qui peuvent éventuellement recourir à ce dépistage. Mais en population, évidemment, le dépistage préconceptionnel peut avoir un intérêt énorme. Il y a un papier récent, il date de novembre 2024, publié dans le New England Journal of Medicine, qui est vraiment une référence, dans le domaine. C'est un papier, d'origine, australienne qui précise l'intérêt de ce dépistage préconceptionnel, permettrait de dépister en population 2 de couples qui pourraient, avoir la douleur d'un enfant qui présente une maladie rare. Alors ça permet au couple de faire un choix, c'est-à-dire, soit ne pas concevoir, soit, concevoir, ce qui est d'ailleurs le choix, heu, préféré des couples concernés et de recourir à des techniques de diagnostic anténatal, voire préimplantatoire. Le Ou voire, néonatal. Le diagnostic, préimplantatoire, c'est, un autre moyen, un diagnostic préimplantatoire. Alors c'est compliqué parce que ça passe par la fécondation in vitro, ça passe par, la biopsie de l'embryon et le replacement des embryons sains, dans l'utérus. Donc, c'est lourd, techniquement, c'est pas évident. Et puis évidemment, il y a du monde sur la liste et les centres sont, un peu encombrés, pour pouvoir répondre à un peu trop encombrés pour pouvoir répondre à toutes les demandes actuelles. Le diagnostic, anténatal, invasif et non invasif. Alors non invasif, c'est une échographie qui a fait des progrès, incroyables. Principalement, mais c'est aussi, d'autres techniques, comme l'IRM parfois, on va jusque-là. Heu, Dans le diagnostic, non invasif, c'est surtout, l'avènement de l'ADN fœtal dans le sang circulant maternel qui permet
notamment le diagnostic des aneuploïdies, je pense en particulier à la trisomie 21, qui après avoir atteint, qui après le test HT21 répandu, permet, selon le seuil, de faire cette prise de sang. Je pense que l'ADN fœtal a beaucoup d'avenir, parce qu'effectivement, c'est une simple prise de sang maternelle. Un grand merci, Dr Brabant, de nous avoir éclairé sur le dépistage des maladies rares. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de cette série spéciale avec l'Alliance Maladies Rares. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à Rares à l'écoute sur votre plateforme préférée. Chaque écoute, chaque partage contribue à faire résonner la voix des maladies rares. À très vite.